Bonjour à tous. Donc nous voici pour la deuxième vidéo de la série sur le SP32, sur l'initiation. Donc en fait, cette vidéo elle va suivre la première vidéo qui était l'initiation donc à l'utilisation de Visual Studio Code pour programmer un ESP32. Et donc dans cette deuxième partie, on va utiliser le logiciel Autodesk Fusion dans un premier temps pour saisir son schéma et puis également pour faire les fichiers de fabrication de la carte, donc avec le routage et le placement des composants. Comme c'est la continuité du premier projet, nous avons un schéma structurel qui correspond à ce qu'on avait fait sur la plaquette d'essai lors du premier TP d'initiation de la série. Donc c'est le schéma suivant. Et là maintenant on a démarré Fusion et on se retrouve dans l'interface de travail de Fusion. Donc la première chose à faire, c'est de ouvrir le panneau de données et on va créer un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, on va l'appeler TP Découverte. Voilà. Le projet se crée. Voilà, je suis à l'intérieur. Je vais double-cliquer dessus pour aller dedans. Et donc maintenant que je suis dans mon TP Découverte, je vais aller dans Fichier et je vais faire une nouvelle conception électronique. Donc nouvelle conception, c'est pour faire une conception 3D. Et nouvelle conception électronique, c'est donc pour faire un schéma, et on va voir que l'interface va changer de l'interface classique de Fusion où on va faire de la conception 3D. Là, on va passer sur une conception électronique. Voilà, et donc on va créer un nouveau schéma. Voilà, donc on se retrouve avec la bibliothèque de composants à droite, et ici un espace de travail avec un point d'origine pour dessiner le schéma. On remarque que le schéma pour l'instant il est sans nom, donc il va falloir le nommer. Donc on va l'enregistrer et on va enregistrer ce schéma, on va l'appeler schéma structurel. Voilà, et il appartient bien au projet TP Découverte. Voilà, donc maintenant que notre schéma structurel donc il est enregistré, on le retrouve ici. Pour gagner un petit peu de place, je vais masquer le panneau de données pour l'instant. Voilà, on retourne sur l'onglet bibliothèque ici, placer les composants. Et donc là on est sur les bibliothèques disponibles. On va ouvrir le gestionnaire de bibliothèque. Donc le gestionnaire de bibliothèque, on peut l'atteindre ici, mais on aurait très bien pu aussi aller dans l'onglet bibliothèque ici et aller dans le gestionnaire de bibliothèque là. On se retrouve avec le gestionnaire de bibliothèque qui s'affiche, et donc on va aller importer des bibliothèques. Donc pour ça, on va aller ici, importer des bibliothèques, et on va importer une bibliothèque à partir du disque local, parce qu'on va avoir besoin d'une bibliothèque particulière pour faire ce schéma. Et donc après, on va aller chercher les bibliothèques qu'il faut. Donc pour vous, ce sera dans le disque réseau, documentation, initiation, fusion. Moi, je vais aller rechercher ces bibliothèques. Voilà, et on va ouvrir cette bibliothèque esp32.lbr. Voilà, donc cette bibliothèque, normalement, elle a été ajoutée dans le gestionnaire de bibliothèque. Donc on devrait pouvoir trouver les ESP32. Voilà, elle est ici, la bibliothèque ESP32 qui est sur mon disque local. Donc on va également avoir besoin d'une bibliothèque qui s'appelle Resistor. Alors je vais vérifier qu'elle est activée. Resistor, elle est là, elle est activée. Je vais avoir besoin de la bibliothèque Tinkercad. Tinkercad, ok, elle est activée également. Et la bibliothèque Tutorial Fusion 360. Ok, toutes les bibliothèques dont j'ai besoin ont été ajoutées. Donc on peut fermer le gestionnaire de bibliothèque.
Et donc on se retrouve ici dans le gestionnaire de composants et on va rechercher notre DevKit ESP32. Donc je vais faire une recherche en tapant ESP32 ici. Et si tout va bien, je vais me retrouver avec le ESP32 DevKit qui est là. Et je vais pouvoir faire un glisser-déposer sur mon espace de travail. Voilà, donc on voit qu'on a le composant ESP32 qui est sous sa forme schéma structurel. Je vais le placer sur mon espace de travail. Là, je pourrais en placer un deuxième, donc j'ai fait un clic gauche. Je pourrais en placer un deuxième. On voit que automatiquement il le numérote U2. On avait U1 pour le premier, U2 pour le deuxième. On a la numérotation des références automatiques, des repères automatiques sur le schéma. J'en ai besoin que d'un seul, donc je vais appuyer sur échappe. Voilà, comme ça j'ai mon ESP32 qui est placé. Et donc je vais aller sortir les composants nécessaires pour faire mon schéma. Donc dans les composants nécessaires, je vais avoir besoin de la résistance. Donc là, on va sortir une résistance. Alors attention, avant de sortir la résistance, on va bien choisir la variante résistance traversante axiale. On voit qu'on peut avoir des résistances CMS qui ont à chaque fois un package, c'est-à-dire une vue 3D différente, mais également aussi une empreinte différente. Donc on va choisir le axial 11,7 mils de large pour la résistance. Et pour la LED, attention, on va aller en choisir une rouge. Donc on va prendre la variante LED rouge. Donc je vais en sortir une, avec un glisser-déposer, voilà. Je vais avoir besoin de LED, donc pareil, je vais en sortir une, que je place ici. Et je vais avoir besoin du symbole de masse. Voilà, et qu'on va appeler GND, ok. Voilà, échappe. Donc là maintenant j'ai tous les composants dont j'ai besoin, donc je vais aller faire le placement en respectant le schéma de base. Donc le placement, comment ça se passe? On vient sélectionner en maintenant appuyé, et puis je peux déplacer les composants. Alors si jamais j'ai besoin de les tourner, je peux faire un clic bouton droit rotation, mais je peux aussi, pendant que je la tiens avec le bouton gauche, faire un clic bouton droit pour retourner le composant. Donc là j'ai le bouton gauche qui reste appuyé pour pouvoir déplacer. Je vais recommencer, je laisse appuyer, et si je clique avec le bouton droit en même temps, ça me fait une rotation. Voilà. Donc je vais faire le placement un petit peu comme, comme sur le schéma, à peu près. Voilà, donc si je veux dupliquer, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et automatiquement je vais avoir la résistance R2 sans avoir besoin de cliquer où que ce soit qui va apparaître et je vais pouvoir la placer. Donc je vais la placer ici. Si je refais un CTRL-V, cette fois il me sort R3. Avec la molette je peux zoomer. R3 que je vais placer ici. Voilà. Et R4 que je vais placer à peu près ici. Voilà, donc là j'ai mes résistances. On voit que le zoom c'est la molette. Si jamais je veux me déplacer sur mon schéma, je vais cliquer avec le bouton molette, je vais enfoncer la molette, et puis je vais pouvoir me déplacer comme ça. Voilà, avec le zoom molette. Ensuite, je vais m'occuper des LED. Donc on voit que les LED, il va falloir que je les tourne. Donc je vais attraper la LED 1, clic bouton droit pour la tourner. Et puis voilà, on va la mettre dans ce sens-là. Donc je vois que par rapport au schéma, j'ai un effet miroir. Donc je vais faire un clic bouton droit dessus. Et je vais faire un effet miroir. Il est là, pardon. Hop. Voilà, effet miroir. Et donc je vais placer donc la LED 1, c'est celle qui est la plus à droite. Ah, je suis encore sur l'effet miroir. Échappe. Voilà, et là je peux déplacer, donc il faut appuyer sur échappe si on veut sortir de l'effet miroir. Mais effectivement, voilà, échappe. Et là je peux déplacer. J'en mets une.
CTRL-C, CTRL-V, la lettre 2, CTRL-V, la lettre 3, CTRL-V, la lettre 4, D1, D2, D3, D4. OK. J'ai également besoin de une masse CTRL-C, CTRL-V qui va se retrouver ici. Voilà. Donc pour l'instant on est bon. Donc maintenant il ne reste plus que à réaliser les connexions. Donc pour ça, il faut utiliser l'outil réseau qui est dans l'onglet conception. Onglet conception, et là j'ai l'outil réseau. Donc réseau, ben voilà, c'est ce qui s'appelle réseau, c'est une connexion électrique, hein. Et donc je vais réaliser la connexion électrique entre les différents éléments. Donc je me mets sur l'outil réseau, hein. Donc là j'ai quelques paramètres que je peux changer, avec le type d'angle, etc. Le pli, le rayon, on va laisser par défaut. On fait un clic au point de départ, un clic au point d'arrivée, et ça y est, la connexion est faite en vert. Et donc je vais pouvoir réaliser les connexions telles que sur le schéma, c'est-à-dire R2 comme ça, R3 comme ça, R4 sur la pin 8, 3 ici. Ensuite, il ne me reste plus qu'à connecter les LED D2 sur R2. On va éviter de passer sur le label. R3, R4. Et ensuite, je vais connecter tout le monde à la masse. Donc ici, il va me faire un nœud. Voilà, symbolisé par un point. Un nœud encore ici. Un nœud encore ici. Voilà, je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc, le schéma est très rapide. Voilà, je peux sortir de l'outil réseau en appuyant sur échappe. Voilà, donc j'ai fait le schéma structurel. Donc je vais le sauvegarder. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher une image en 3D pour mon composant U1, pour mon DevKit. Donc comme ça, il me fabriquera la vue en 3D quand j'aurai fait le routage. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin d'un fichier qui a la représentation 3D de ce DevKit. Donc je vais faire réapparaître le panneau de données. Et puis là, on va aller charger un fichier. Donc on va aller dans sélectionner des fichiers. Et je vais retourner donc dans le dossier du disque réseau où j'avais trouvé la librairie ESP32. J'ai un fichier qui s'appelle module ESP32 devkit v1.step. Un fichier step, c'est un fichier 3D. Donc on va l'ouvrir. Donc il me l'a repéré, hein. Et on va le charger donc dans le panneau de données. Donc on voit qu'il est en train de charger cette représentation 3D. On a la progression du téléchargement en bas. Voilà. Et il devrait me le représenter. Voilà. Donc maintenant, on va aller attribuer cette vue 3D au composant U1. On va aller faire un clic bouton droit et on va lui dire ajouter un modèle 3D personnalisé. OK. Et donc là, il me représente l'empreinte. Donc là, je vais mettre en 3D. Voilà. On va l'enregistrer. Et il me représente l'empreinte de mon DevKit avec les endroits où sont connectés les pins. Donc, je vais aller ensuite insérer un composant. Donc pour ça, je vais aller dans Solide, insérer un composant. Et là, j'ai donc mon module ESP32 DevKit V1 qui a été ajouté tout à l'heure, qui correspond à la représentation 3D. On va faire insérer. Et voilà, on se rend compte qu'il me le met au bon endroit par rapport à mon empreinte. Donc on peut faire une rotation, on laisse
la souris enfoncée au niveau de la molette. On se déplace et on peut faire ici un orbite, voilà, pour regarder si par rapport à l'empreinte, les pattes sont correctement placées, c'est à peu près ça. Donc on est pas mal, voilà, par rapport à cette empreinte en 3D. Donc maintenant, on va aller dans l'onglet Package et on va faire Terminer. Voilà. Donc il est en train de me créer une vue 3D ici, donc de ce composant U1 du DevKit. Les autres composants normalement ont déjà leur vue 3D. Voilà, le package du U1 a été terminé. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire le routage de la carte. Donc on va aller sur Conception, basculer, et on va basculer vers le document de carte de circuit imprimé. Donc là, il va m'ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Et on se retrouve ici avec une vue de notre carte et les différentes empreintes de composants avec les liaisons qui sont représentées ici. Donc la première chose à faire, ça va être de enregistrer. Et donc on va lui donner un nom, on va l'appeler carte de circuit imprimé. Donc on est en train de faire le PCB. La carte de circuit imprimé, voilà. Et donc on va maintenant essayer de définir la taille de cette carte électronique. On est sur un projet où on a des contraintes, et donc il va falloir définir la bonne taille de carte électronique, avec éventuellement des perçages. Et puis après, l'idée, ce sera d'envoyer cette carte avec un dessin sur une imprimante 3D. C'est ce qu'on fera dans le dernier TP pour pouvoir créer le boîtier de la carte. Donc la taille de la carte est très importante puisqu'elle doit correspondre à celle qu'on va faire dans le projet. Et donc pour ça, on va créer en 3D le dimensionnement de notre carte pour ensuite les faire correspondre. Donc on va créer une nouvelle conception. Donc on va faire une nouvelle conception 3D où on va définir la taille de la carte. Donc ce sera plus simple que de définir la carte directement dans l'outil de PCB. Voilà, donc là on va créer le boîtier. Finalement on va commencer à créer le boîtier, on n'ira pas jusqu'au bout dans cette vidéo, on la fera dans la vidéo prochaine. Donc on va enregistrer, fichier enregistré, et donc on va l'appeler boîtier TP initiation. On s'en servira comme base pour ensuite faire la conception 3D du boîtier. Et donc là, on va dessiner notre carte. Donc pour dessiner, dans Fusion, on va utiliser ce qu'on appelle des esquisses. Donc on va dans Esquisse, donc c'est ici, on va créer une esquisse. Et ensuite, il va nous demander de sélectionner le plan sur lequel on veut dessiner. Donc nous, on va prendre le plan horizontal. Et là, on se retrouve donc sur un espace de travail qui n'est plus en 3D, mais en 2D, pour dessiner, faire un dessin qu'on va ensuite extruder éventuellement pour faire de la 3D. Et donc ça va me permettre de définir la taille précise de la carte. Donc on va aller dans Créer, rectangle, créer rectangle, mais attention, on ne va pas faire un rectangle 2 points, comme ici, on va faire un rectangle avec 3 points, ce qui va être plus facile pour nous pour définir la taille. Et donc on veut un rectangle de 59,7 mm sur 59,4. Et allez, on va mettre 65 dans ce sens-là, 20 dans ce sens-là. Et donc là, bon, c'est pas la distance qu'on veut, mais on va pouvoir ensuite mettre une cote. Donc je vais pouvoir lui mettre une cote entre là et là. Et cette cote-là, je vais pouvoir la rentrer à la main. Nous, on veut 59,7 exactement millimètres. Donc je vais pouvoir le régler et je vais mettre encore une contrainte de là à là.
Et là, la contrainte doit être de 59,4 mm. Voilà, donc j'ai bien défini ma taille, 59,7, 59,4 mm, en utilisant des cotes d'esquisse. C'est pas tout ce qu'on va faire sur cette esquisse. On va également définir les endroits où on va avoir le perçage. Donc pour ça, on va ajouter des cercles, et ces cercles, on va les placer, donc ce sera des cercles de 3 mm, et on va les placer quelque part en haut à gauche, et on définira la distance plus tard. Donc on va utiliser l'outil cercle, et puis là, je vois que je peux faire varier le diamètre, donc je vais lui rentrer directement un diamètre de 3 entrées. Et donc là, j'ai donc un cercle avec un diamètre de 3 mm qui est forcé. Et donc maintenant, je vais définir la distance de ce perçage par rapport au bord. Et donc, je vais le mettre également à 3 mm du bord. Donc pour ça, je vais réutiliser une cote d'esquisse entre le centre de mon cercle et le bord. Je vais définir 3 mm, 3 entrées. Et là, pareil, entre le centre et le bord, je vais définir 3 mm entrée. Et donc, on voit que mon cercle s'est bien déplacé. C'est un cercle de 3 mm de diamètre qui se situe à 3 mm du bord. Et donc, je vais aller faire la même chose sur les 3 autres côtés de ma carte. Voilà, donc j'ai mes 4 perçages qui sont placés aux 4 coins de ma carte. Donc maintenant, on va faire un petit peu, on va améliorer un petit peu le design de notre carte. Pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction congé. Donc on va rajouter ici un congé sur les angles de carte et on va rajouter un congé de 2 mm. On va prendre l'exemple sur ce coin-là. Donc quand on rajoute un congé, on va dans l'outil congé, on se met sur un angle, et en fait ça va nous créer un arrondi. Donc là l'arrondi est beaucoup trop grand, puisque c'est un congé de 15, mais on va lui rentrer un congé de 2 mm. Et voilà, ça nous fait un bel arrondi, et on va faire ça aux 4 coins de la carte. Congé de 2 mm. Qui reprend un petit peu l'arrondi de mon trou de perçage, quoi. Voilà, congé, tac, 2 mm. Voilà. Et voilà. Et je me retrouve avec une belle base pour ma carte. Une belle base avec des perçages et des congés. Donc là, maintenant, on a terminé l'esquisse. Et donc, on va cliquer ici sur terminer l'esquisse. Voilà. On retourne sur la vue en 3D et on voit que on a cette esquisse qui est dessinée en 3D sur le plan horizontal. Et donc là, maintenant, on va aller dans Créer et on va créer une carte de circuit imprimé. Et on va créer une carte de circuit imprimé associative. Voilà. Donc il me demande d'enregistrer, c'est ce que je fais. OK. Et ensuite, il me demande de sélectionner le profil qu'on va utiliser pour créer notre carte de circuit imprimé. Donc je vais sélectionner l'esquisse de tout à l'heure. Voilà. On voit qu'il lui donne de l'épaisseur d'une carte d'un PCB, quoi. Hein. Et donc je vais cliquer sur OK. Et voilà, et donc là il vient de me recréer une nouvelle conception, automatiquement, qu'il va falloir enregistrer en lui disant que ça c'est la vue 3D de la carte PCB. Donc on va enregistrer et on va lui dire que ça c'est la carte en 3D. Voilà. Donc là, ici, donc dans l'explorateur, on a la carte en 3D qui vient se rajouter à tous les éléments qu'on avait tout à l'heure. Et donc maintenant qu'on est sur cette carte en 3D, on va lui donner le lien avec la carte circuit imprimé de tout à l'heure.
Donc pour ça, on va cliquer ici sur lien vers carte de circuit imprimé 2D. Et il me demande avec quel fichier je veux faire le lien. Et bien, dans notre projet, on n'en a qu'un seul, hein, c'est notre carte de circuit imprimé de tout à l'heure, où on avait un rectangle indéfini pour faire la taille de notre PCB. Et bien maintenant, on va voir qu'on a pu définir la taille. Et donc là, il retourne automatiquement sur la carte de circuit imprimé, et là, je vois que ma carte a pris exactement les dimensions de la vue 3D de tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il me met un message d'avertissement pour dire que les circuits imprimés 2D et 3D ne sont pas synchronisés, parce qu'en fait, on travaille sur les deux fichiers en même temps, donc il va falloir actualiser. Et on peut fermer. Voilà. Et donc là, je vais fermer la vue du panneau de données pour faire un peu de place. Voilà. Et donc, on va commencer à faire le placement sur la carte. Donc, on remarque que je peux attraper un circuit comme tout à l'heure en laissant le bouton gauche appuyé et avec le clic bouton droit, je peux le tourner. Donc, on va placer, c'est le plus gros composant, hein, le plus délicat, on va placer notre dev kit à peu près ici. Voilà. Et puis, maintenant, on va essayer d'aligner un petit peu les résistances et les LED. On va commencer par D1 qu'on va mettre ici, par exemple. On va mettre D2 juste à côté. D3. D4. Et puis, on va mettre les résistances alignées avec. Donc, pareil, je vais les tourner. Alors là, on voit qu'on a la connexion en jaune hein, qui suit. Évidemment, quand on les tourne, on va éviter de croiser comme ça, parce que ça va nous poser des problèmes pour le routage. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de croisements possible, et que tout soit le plus naturel possible. Ça nous facilitera le routage tout à l'heure. Alors là, je place grossièrement, parce qu'il y a une fonction... Si je clique à côté, ça va pas aller, voilà. Parce qu'il y a une fonction qui nous permettra d'aligner ensuite les empreintes. Voilà. Donc on voit que les composants sont pas très bien alignés, donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut, par exemple, sélectionner les résistances, et dans modifier, on va faire aligner. Et là, il me demande comment je peux les aligner. On peut dire qu'on peut les aligner par rapport à leur centre, et donc on voit qu'il les a alignés. On peut même distribuer horizontalement. Hop, ça permet de les rendre équidistants. Voilà. Et puis, on va faire aussi un petit alignement des LED, mais elles n'ont pas l'air trop mal comme ça, mais bon, on va le faire quand même pour vérifier. On va faire la distribution et on va aligner. Ouais, c'était bon, il n'y avait pas besoin de les changer. Donc, on se retrouve avec des composants qui sont bien placés. Voilà, sur notre carte. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le routage. Alors, le routage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être le dessin des pistes qui vont être sur la carte, qui vont relier les différentes pastilles. Hein. Les pastilles, c'est les ronds verts qui sont là. Donc ça, c'est une pastille. Et il va falloir prendre une piste qui va suivre les connexions qui sont en jaune. Alors, normalement, le plus simple, c'est de réussir à mettre toutes les pistes du même côté de la carte. Souvent, il y a le côté composant et le côté cuivre, mais on peut faire des cartes en double face. Et si on fait des cartes en double face, c'est-à-dire qu'on met des pistes des deux côtés, on va utiliser ce qu'on appelle des traversées, des vias, pour passer d'un côté à l'autre. Il y a même des cartes qui peuvent avoir des pistes qui sont en multicouches, c'est-à-dire à l'intérieur. La première chose à faire, ça va être de lui définir sur quelle couche on veut travailler. Nous, on a une carte relativement simple, donc on va se mettre sur le côté, entre guillemets, cuivre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la couche numéro 16 bottom. Là, pour l'instant, on est sur le top, c'est-à-dire on est côté composant. Donc on va se mettre sur la couche numéro 16 bottom. Donc vous voyez, on peut définir des couches, on a plein de couches différentes. Et donc on va router manuellement. Donc on va aller dans routage, et on va faire un routage manuel.
Et là, ben, j'ai plusieurs choses que je peux définir ici. Je peux définir, et ça va être important pour nous, une certaine largeur de piste. Et les pistes se comptent en 1000. Donc un 1000 c'est 1 millième de pouce, donc c'est 0,0254 mm. Donc 6000 pour largeur de piste, c'est un peu petit. Donc on va prendre une largeur de piste de 12 000. Voilà. Et puis ben, ensuite on va commencer par la résistance R1 justement. Et puis on va essayer de la relier. Donc on voit qu'au fur et à mesure que j'avance, il me dessine la piste. Et on va essayer de la relier au circuit ESP32. Et voilà. Et une fois que c'est relié, donc il y a un signal sonore, et on voit que je peux plus, j'ai plus le fil jaune qui m'indique que c'est bien relié. Donc là, si on zoome un peu fort dessus, on voit même qu'il a donné un numéro à cette piste, c'est la piste numéro 4. Voilà, donc on va pouvoir les reconnaître aussi après. Et donc on va router toutes les autres pistes de notre carte petit à petit en essayant de faire en sorte que le routage soit un petit peu joli et propre. Voilà, j'appuie sur échappe, j'ai routé toutes les pistes, donc on voit qu'on n'a plus de fil jaune, donc on est bien. Donc là, on pourrait s'arrêter là et on pourrait faire fabriquer la carte comme ça. Sauf que si on veut faire fabriquer la carte, par exemple, en retirant du cuivre avec une machine CNC, ce serait bien qu'on ait le moins de cuivre possible à retirer. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle un plan de masse. Donc, je vais pour ça utiliser la fonction polygone. Et donc là, il y a des paramètres à rentrer. Donc le polygone, en fait, c'est ce qui va me définir mon plan de masse, hein. Et donc, je vais isoler mon polygone de 12 000 par rapport aux pistes existantes. Ça va me permettre d'avoir un écart assez grand, quoi, hein, entre les pistes et le plan de masse. Et ensuite, je vais faire le tour de mon circuit. Je vais dessiner mon polygone pour définir mon plan de masse. Donc je vais y aller grossièrement parce que de toute façon, il va me faire un écart entre le bord de la carte et le plan de masse. Il faut juste retourner au point de départ. Et donc le signal qui correspond à notre plan de masse, eh ben, il faut que je rentre que c'est mon signal GND. Voilà, il me le reconnaît et je fais OK. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, toutes les pistes qui servaient à relier le GND, elles sont toutes reliées au plan de masse. Donc là, on voit que le GND, finalement, c'est le plan de masse de toute la carte. Hop, terminé. Donc là, on a notre routage qui est prêt avec un joli plan de masse. Et donc, on remarque hein, effectivement que les pastilles qui sont reliées à GND, eh ben, elles traversent le plan de masse. Voilà, donc maintenant, on va voir le résultat en vrai sur notre vue 3D. Donc pour ça, maintenant, on va enregistrer. Voilà. Et on va faire le transfert vers la vue en 3D. Donc on va aller sur basculer et transférer vers la CCI 3D. On va ensuite cliquer sur transférer. Et là, il va me calculer, en fonction du placement et du routage que j'ai fait, l'emplacement des composants sur ma carte. Et on peut voilà, voir cette vue en 3D de notre carte. Alors, hop, comme ça, on voit que si on regarde en dessous, on a bien notre plan de masse. On a les composants qui sont bien placés et qui sont sur la carte. Voilà.
Donc on va s'arrêter là pour l'instant. La prochaine étape, maintenant, ça va être de continuer notre vue en 3D qu'on a pris comme base pour la carte, pour essayer de développer le boîtier qui sera ensuite imprimé sur l'imprimante 3D. Donc là, c'est un exemple de routage hein, avec un montage très simple, mais bah voilà, on pourra utiliser ce logiciel pour faire des routages plus compliqués. On a une fonction de routage automatique aussi qu'on n'a pas utilisée aujourd'hui, qu'on verra peut-être une autre fois. Mais en tout cas, voilà, et on a le côté intéressant du logiciel Fusion, c'est ce côté qui permet d'avoir à la fois le schéma structurel, donc ici, on a à la fois le schéma structurel, on a la carte de circuit imprimée, et on a la vue en 3D qui correspond. Et tout ça à l'intérieur d'un seul et même projet sur Fusion 360. Ouais, pourquoi on n'a pas la vue 3D ici? Normalement, il devrait me montrer la vue en 3D, parce que je ne l'ai peut-être pas encore sauvegardé, c'est peut-être pour ça. Ok. Voilà, donc je ne l'avais pas à sauvegarder. Et donc là, on a la vue en 3D, donc on a un document complet hein, avec notre vue en 3D, dessus, dessous de la carte, le routage avec le plan de masse et le schéma structurel. Tout ça dans le même logiciel. Donc on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo pour faire ensuite la conception 3D du boîtier. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie.